Salut à tous! La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo explicative sur l'histoire du Renault Avantime. Vous avez été nombreux à apprécier cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter mon Avantime. Ouais, j'ai échangé ma Porsche contre cette énorme pomme verte. Je sais, c'est un petit peu surprenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, avant tout cela, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Comme d'habitude, Car Vertical, qui vous permet de faire un rapport sur une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. En fait, il suffit d'avoir la plaque d'immatriculation française ou le numéro de châssis, vous mettez ça sur le site, ça vous sort un rapport qui vous dit si les kilométrages sont bons, si la voiture a été accidentée, si la voiture a été volée. Alors, c'est assez différent par rapport à un Histovec, ça donne vraiment des informations complémentaires. Donc, faites l'Histovec d'un côté, faites le Car Vertical de l'autre, c'est vraiment assez complémentaire. Comme d'habitude, utilisez le lien qui est dans la description pour avoir une petite réduction. Allez, c'est parti, je vais vous présenter mon Avantime. Et oui, j'ai acheté ce Renault Avantime. En fait, pour tout vous dire, ça fait 2 ans que je cherche un Avantime et c'est assez compliqué d'en trouver un, surtout lorsque l'on cherche une config assez, compliquée. Notamment, je voulais absolument en vert Taiga. Sur les 8500 Avantime produits, seuls 131 ont été faits dans cette teinte. Donc vous imaginez bien un petit peu la difficulté pour trouver exactement ce modèle. Bon, après, je comprends un petit peu la difficulté. Quand Renault a annoncé qu'ils allaient faire un véhicule statutaire, chic et élégant, la première chose que les gens ont pensé, c'est pas forcément « Tiens, je vais la prendre en vert pomme ». Ça explique peut-être pourquoi il n'y en a que 131 qui ont été vendus. Cela dit, 20 ans après, en 2021, quand on cherche un Avantime vert, et bah du coup, ça complique énormément les choses. Mais c'était pas qu'une question de couleur. Vous vous en doutez bien qu'il était hors de question que je le prenne en diesel. Je le voulais absolument en essence. Alors à la limite, j'aurais pu me contenter du 2 litres turbo 165 chevaux. Celui que je voulais vraiment, évidemment, c'était le V6 Renault, dérivé de celui que nous avons dans la Clio V6. Donc c'est un moteur qui est assez commun chez Renault, mais c'est également en gros le meilleur qu'il y a eu sur l'Avantime. C'est un 210 chevaux. Alors c'est pas le moteur Nissan, il y en a beaucoup qui le confondent avec le 3,5 litres qu'il y avait sur l'Espace 4, c'est pas du tout le même. En effet, le moteur Nissan faisait 245 chevaux, avait une sonorité beaucoup plus japonaise forcément, c'était le même moteur qu'il y avait dans la 350Z. Celui-ci, rien à voir. Il est beaucoup moins intéressant, mais sur l'Avantime, il n'y avait rien d'autre. Évidemment, ce V6, je voulais le coupler à une boîte manuelle 6 rapports. Alors, il y avait une boîte automatique également, mais c'est une boîte automatique Renault des années 2000. Vous en doutez bien, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Alors j'ai eu de la chance puisque la plupart des configurations sur Avantime étaient en V6 boîte manuelle, donc la plupart des Avantime étaient dans la configuration que je voulais. Ce que je voulais également, c'était une version privilège. La version privilège, c'est la version avec le plus d'options. On a les phares xénon à l'avant, on a le GPS, les sièges cuir chauffants, semi-électriques, la climatisation automatique, enfin bref, des options qui peuvent paraître très banales sur une voiture actuelle. Sur une voiture des années 2000, c'était quand même assez exceptionnel. Par conséquent, quand j'ai trouvé celui-ci en V6 boîte manuelle finition privilège avec forcément ce vert Taiga et que je me suis rendu compte que c'était une première main avec moins de 120 000 km et avec l'historique entièrement connu, vous vous en doutez bien que j'ai sauté dessus, j'ai pas négocié le prix, je l'ai pris tel quel. Surtout qu'après vérification, dans cette configuration exacte, ils n'en ont produit qu'une trentaine. Donc avec tous ceux qui sont partis à la casse, ceux qui ont trop de kilomètres ou qui de toute façon sont mal entretenus, c'était peut-être la seule occasion que j'avais d'acheter l'Avantime de mes rêves. Bon attention, parce que là on pourrait croire que je suis en train de vous dire qu'il est parfait alors que loin de là. En réalité, ça reste une Renault des années 2000 et si vous voulez, il y a plein de choses qui ne vont pas. Notamment tout ce qui va être plastique. Je ne sais pas si vous connaissez le soft touch. En gros, c'est une sorte de surface qu'on vient mettre sur les plastiques pour les rendre doux et soyeux. Alors c'est super agréable quand c'est neuf, mais au bout de quelques mois après la commercialisation, c'est déjà dégueulasse. Pour ceux qui ont eu des Mégane 2, en gros, c'est le truc qu'on avait à l'intérieur des poignées de porte sur les Mégane 2. Dans un Avantime, il y en a partout. Ça devient très vite collant quand il fait chaud et c'est dégueulasse, ça s'abîme très vite et il n'y a absolument rien à faire pour le garder en bon état.
Par exemple, ici sur le haut de ce siège, on a l'exemple parfait d'un soft touch qui se barre. Surtout que ici, le soft touch, c'est noirci avec les années. Ici, il n'est pas sale, il est noirci avec les années. Donc ça donne un effet dégueulasse alors que le truc est propre. Là, la seule solution qu'on a éventuellement, c'est de virer complètement le soft touch et de venir repeindre la pièce de la couleur d'origine de façon à faire quelque chose de propre. Et très honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire parce que sur la console centrale, c'est le même délire. Bon, je dis que sur la console centrale, c'est le même délire, mais en réalité, c'est encore pire puisque la pièce qui est en dessous est noire. Donc quand le soft touch se barre, ça nous donne une pièce noire en dessous. C'est vraiment affreux. Là, toutes ces marques-là, c'est pas sale, c'est abîmé. C'est le soft touch qui se barre. Donc là, c'est vraiment affreux. Surtout que toute cette partie-là est devenue collante. C'est vraiment dégueulasse. Ça, il faudra que je le démonte et que je le repeigne complètement. C'est juste impossible de garder ça dans cet état. Bon, je vous passe les détails, hein, mais pour la poignée de la porte, c'est pareil. On a une espèce de jaune Laposte dégueulasse derrière. Chaque fois qu'on prend la poignée, le soft touch se barre, quoi. Et les années 2000, c'est également le moment de la démocratisation des systèmes multimédia dans les voitures. Comme vous pouvez le voir, on est sur du full digital sur le compteur, on a l'écran GPS, on a le lecteur multi-CD, bref, c'était énormément de multimédia. J'ai la chance d'avoir le GPS qui fonctionne encore, donc si je veux consulter les routes qui existaient ici il y a 20 ans, je peux le voir sur cet écran minuscule qui fait environ 0,5 fois la taille de mon iPhone, histoire de pouvoir voir un petit peu ce qui se passait à cette époque-là. Ah oui, et on va également parler des rangements, parce que quand on voit cet intérieur, on se dit « Ouah, génial, il doit y avoir des rangements partout. Regarde la boîte à gants. » Ah, eh ben non, en fait, on peut absolument rien ranger, parce que là, il y a un autre lecteur CD pour la navigation. Ici, on peut rien ranger. Ici, on peut juste ranger éventuellement un petit paquet de mouchoirs. Ici, comme je le disais, on a le GPS, le lecteur CD, donc on peut rien y ranger. En dessous, c'est ultra profond, mais en réalité, ça ne tient pas ouvert, donc c'est chiant. Et puis de toute façon, on a l'écran du GPS qui est là, donc ça va pas. En gros, le seul rangement qu'on a, c'est ce tiroir. Alors ce tiroir qui est ultra pratique et dans lequel je range toutes mes conneries, mais c'est vraiment le seul rangement qu'on a dans cette voiture à peu près utilisable. Si vous pouvez regarder un petit peu, il n'y a même pas de porte-gobelet. Donc si vous faites de la route et que vous aimez boire un petit peu du café en roulant, ici c'est mort, vous ne pouvez même pas poser votre café, c'est un petit peu dommage. Bon, à la limite, ce qui est pratique, c'est que ce logement-là, il fait exactement la bonne taille pour pouvoir y coller mon coyote. Donc comme ça, je peux coller le coyote ici et ensuite ça ne bouge pas, c'est complètement stable. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait presque intégré finalement. On a l'impression que c'est prévu pour. Surtout que ça me cache cet affreux écran GPS qui reste allumé même de nuit. C'est-à-dire que de nuit, on a tout l'éclairage qui se dim, qui devient vraiment une luminosité faible, sauf l'écran du GPS qui reste extrêmement agressif, alors que en fait, je m'en sers pas, quoi. Ouais, je vous vois vous moquer comme quoi j'ai un Coyote dans un Avantime et que c'est peut-être pas le truc le plus utile du monde. Alors, c'est pas sportif, c'est sûr, mais c'est pas ridicule non plus. Au pire, venez, on va faire un tour, je vous montre. Et oui, en effet, le Coyote peut être assez utile à partir du moment où vous faites pas mal d'autoroute, parce que c'est une voiture qui prend de la vitesse assez rapidement. Personnellement, sur autoroute, ça m'est arrivé de me retrouver à 170, 180 sur autoroute allemande évidemment, sans même vraiment m'en rendre compte, juste parce que à cause de l'insonorisation du véhicule, du confort de ces sièges qui sont pratiquement des fauteuils en cuir avec les sièges chauffants, le réglage semi-électrique, etc. On est dans une ambiance vraiment assez cocooning dans cette voiture. On ne se rend pas compte qu'on prend de la vitesse. Alors évidemment, c'est pas fait pour aller prendre des courbes sur les petites routes de campagne, hein, évidemment. Mais quand on fait de la route, quand on fait de l'autoroute, franchement, elle est confortable. Ce qui m'amène au prochain point, qui est ce moteur V6 qui, effectivement, bien qu'il prend rapidement de la vitesse et qu'il est vraiment agréable, il consomme énormément. C'est ridicule pour une voiture avec laquelle on est censé faire de la route. Ce véhicule consomme plus de 12 litres au 100. 12 litres au 100 pour un véhicule comme ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait son échec. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, les gens cherchaient du diesel, ce genre de véhicule. Quand on voit combien consomme l'essence, forcément c'est compréhensible, quoi. Alors vous l'avez peut-être entendu au démarrage tout à l'heure, celui-ci est équipé d'une ligne d'échappement aftermarket qui a été commandée en Angleterre par l'ancien propriétaire.
afin de rendre ce moteur V6 légèrement plus vocal. Je pense que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir vraiment un son de V6 qui est intéressant, notamment au démarrage ou à faible vitesse. Mais cela dit, à haute vitesse, il disparaît complètement et on n'a pas du tout de brouhaha. Évidemment, ce qu'on veut, on veut pas un Avantime qui fait des retours de flamme, si vous voulez. Hein. Le but, c'est que ça reste un véhicule relativement discret au niveau du son. Mais un petit truc en plus pour laisser comprendre que c'est un V6, pour laisser apprécier le son du V6, c'était une bonne touche et je suis assez content d'avoir cette ligne sur cet Avantime. Ce véhicule n'est pas fait pour s'amuser sur petite route. Cela dit, il a un châssis qui lui permet quand même éventuellement de le faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement ridicule. Là où ça va pêcher, c'est comme je vous le disais, on est assis dans des fauteuils. Donc c'est des sièges qui ne vont pas du tout vous maintenir. Moi, j'avais l'habitude des sièges baquets carbone du Cayman. Là, c'est pas du tout la même chose. Forcément, on se retrouve un peu trimballé un peu partout. Et puis, au niveau de la direction, on est sur quelque chose quand même de très mou. Donc, on est vraiment quelque chose de très confort et on ne sent pas forcément où on vient placer le véhicule. C'est clairement pas une sportive, clairement pas là pour faire du circuit ou même pour s'amuser sur route de campagne. On est là pour se déplacer en famille. Je vous rappelle que c'est un véhicule qui était fait pour des retraités à la base, des gens qui roulaient en Renault Espace. Donc, il ne faut pas imaginer un truc sportif. Bon allez, je ramène l'Avantime dans mon garage. J'ai 2-3 trucs à vous expliquer, c'est assez important. Donc restez là s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Bon, je sais, le titre de la vidéo vous interpelle un peu, forcément. Comment ça, j'ai remplacé le Cayman GTS par un Avantime? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, ok, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais comme cette vidéo sort le 1er avril, j'ai le droit de faire ça. Non, en réalité, le Cayman a été vendu en février de cette année et l'Avantime, je l'ai acheté en mars. Donc, techniquement, effectivement, l'Avantime prend la place de la Porsche dans le garage. Cela dit, il faut plus voir ça comme une troisième voiture. En effet, j'ai encore la 308, j'ai acheté l'Avantime et je compte bien à un moment reprendre un véhicule plaisir, un vrai véhicule plaisir, sûrement une Porsche. Je ne sais pas encore exactement ce que ce sera, mais ce sera probablement une Porsche, histoire d'avoir une petite voiture sportive. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, ça ne sert à rien de sportif. Donc malgré les 210 chevaux, on n'est pas du tout sur un véhicule qui peut remplacer la Porsche. C'est un titre un petit peu putaclic pour marquer le coup du 1er avril. Donc désolé pour ceux que ça a énervé. Comme d'habitude, déversez votre haine dans les commentaires. J'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Autre sujet que je n'ai pas abordé, c'est le prix de ce véhicule. Alors je sais qu'il y en a plein qui se posent la question, donc je vais vous répondre. C'est vraiment cher pour un Avantime. Cela dit, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est un exemplaire assez unique, dans un état assez exceptionnel. Donc je pense qu'en réalité, c'était une bonne affaire. En effet, je l'ai payé 12 000 €. C'est à mon sens, un prix tout à fait correct pour un véhicule comme celui-ci, dans cet état-là, entretenu correctement, avec aussi peu de kilomètres. Alors, il y en a beaucoup que ça va choquer, qui vont se dire « Mais attends, mais pour 12 000 €, mais tu aurais pu acheter tellement de trucs et t'as acheté un Avantime vert ». Alors oui, effectivement, ça a été mon choix. En même temps, c'est un véhicule que je voulais depuis longtemps. C'est un choix qui est vraiment ultra personnel et que en fait, j'espère pas que vous le compreniez, mais voilà, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire. Et moi, ça me faisait plaisir d'acheter ce véhicule. Et puis, il faut dire aussi qu'on n'est pas complètement à l'abri que ce véhicule finisse par devenir de plus en plus rare et garder, sinon même augmenter sa cote. Donc je pense que je ne perdrai pas vraiment d'argent sur ce véhicule. Dans quelques années, le jour où j'en aurai marre et le jour où je voudrais le revendre, je pense très honnêtement que je ne vais pas perdre d'argent dessus. Et entre-temps, j'aurais kiffé avec un véhicule complètement improbable, dans une couleur complètement improbable. Donc moi, ça me fait plaisir. Je pense que l'automobile, ça doit toujours rester un plaisir, c'est important. Et moi, ce véhicule, il me fait plaisir. Sur ces belles paroles, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!